Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Morgane! Salut Gauthier. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journée. Je suis très content parce que à l'heure où on enregistre, on est en juillet, mais tu seras le premier épisode de la rentrée en septembre. Donc je suis très content de faire cet épisode avec toi. Quel honneur. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Morgane Peng, je travaille à la Société Générale. Je réponds au doux titre de Design Director. Alors, je suis dans la branche de financement et d'investissement, que en général les gens connaissent moins. Et j'ai créé l'équipe design il y a plus de 7 ans. Et la petite particularité, c'est que je suis basée à Londres, je pense, par rapport à tes autres invités. Et avant d'atterrir à Londres, j'ai travaillé à Hong Kong, j'ai un peu étudié au Japon, j'ai un peu bougé. Et j'imagine que l'autre particularité, c'est qu'avant de passer côté design, j'étais côté métier. Donc, j'ai commencé ma carrière sur les produits structurés, donc en finance. J'ai fait un petit peu de consulting de la junior entreprise. Et donc là, je suis en train de faire mon CV à l'envers, mais j'ai fait une école de commerce après des études de commerce et un bac S. Ça tombe bien parce que j'allais te poser des questions là-dessus, puisque la question classique que je pose après la présentation, c'est comment t'en es venu à faire du design? Et justement, moi, ce que j'ai noté chez toi, c'est que t'as fait une école de commerce. T'as bossé, donc comme tu le disais, en banque d'abord côté business. Et j'aimerais bien comprendre comment, en ayant ce parcours-là, tu finis Director of User Experience. Comment tu fais comment t'as fait? Explique-nous ton parcours. Déjà, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent d'un peu de partout sur le design. Je sais que souvent, les gens disent « Oh, mon parcours est un peu spécial », mais au final, moi, la plupart des gens que je connais, sur des postes plutôt seniors, ils ont fait plein d'autres choses avant. Je pense aussi, c'est sans doute une particularité actuelle du marché, puisqu'en fait, ces métiers, il y a quelque temps, n'existaient pas. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on a des profils plus variés et qu'après, ça va se normer avec des écoles dédiées? En tout cas, c'est le cas, je pense, sur les juniors aujourd'hui. Mais en fait, je dirais que je me souviens quand j'étais en école, le web, c'était un peu... les gens rigolaient, ils trouvaient pas ça sérieux. Et donc, moi, j'ai vraiment suivi le cursus classique, bac S, prépa, etc. Mais mon petit secret, j'aime bien dire que j'avais un secret, c'est qu'à côté, j'étais, on va dire, toujours sur l'ordi, dans le sens où quand il y avait eu les jeux Flash, j'avais fait plein de jeux Flash, je faisais des sites web, je bidouillais pas mal. Et du coup, j'ai toujours continué à faire ça, en fait, en parallèle de le reste, on va dire, de ma carrière. C'est marrant parce qu'à l'époque, je mélangeais peut-être pas les deux mondes, parce qu'encore une fois, le web, c'était pas vu comme un truc sérieux, c'était pas non plus super réputé. Alors maintenant, tout le monde veut faire sa start-up. Il y a eu un moment où en fait, les gens trouvaient que start-up, en gros PME pour l'autre nom, quoi, n'était pas forcément un choix à viser de carrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler donc en finance, c'est pile au moment où en fait on s'est retrouvé de plus en plus à donner accès directement à nos clients à par exemple des choses qui avant étaient complètement internes. Donc on a commencé à ouvrir de plus en plus l'information. En fait, c'est ce qui s'est passé, tu sais, dans notre vie personnelle, mais là même au niveau du business to business, donc sur des choses très métiers. Et donc plus on a commencé à ouvrir et plus on s'est rendu compte que de la même manière qu'on investit beaucoup pour former toutes nos forces de vente, quand tu es sur Internet et que tu es sur un site web et que tous tes sites sont différents, c'est un peu un problème. Et du coup, je suis arrivée, je me souviens, donc moi, j'étais encore en train de travailler sur une plateforme de training et on m'a confié une mission, en fait, de faire un petit audit pour savoir à quel point c'était le bazar, on va dire, pour rester poli. Et à la fin de l'audit, alors c'était le moment où il y a eu pas mal de rachats d'agences, notamment aux États-Unis. Alors j'ai plus les noms en tête, mais il y a eu un gros mouvement là-dessus. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait qu'on veut vraiment développer ses compétences en interne. Aujourd'hui, tout est un peu siloté. Il y a des missions par-ci par-là d'agences, mais ces agences ne se parlent pas forcément. Donc le design est complètement éclaté. Moi j'appelle ça, tu sais, des petits singletons libres qui se baladent dans l'organisation comme ça.
Et en plus, des fois, quelqu'un y croit, donc t'as un designer par-ci par-là. C'est pas du tout, il y a pas vraiment de rationalisation de l'approche. Et du coup, là, je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai fini par développer l'équipe et c'est devenu quelque part mon job à plein temps. Ok, donc tout a découlé de cet audit dans le sens où vous avez vu tous les problèmes qu'il y avait et on t'a donné pour mission de régler ce problème-là. Et c'est Oui, comme ça que tu es devenu. oui, sachant qu'en fait, on partait de loin parce que ces compétences étaient complètement externalisées. Et encore une fois, c'était vraiment au gré de où tu te plaçais dans l'organisation. Hmm. Et quelque part, alors il a fallu évidemment qu'on fasse nos preuves, mais je dirais que oui, au fur et à mesure du temps, on a non seulement développé l'équipe, mais aussi nos méthodologies. Et alors c'est marrant parce que quelqu'un un jour m'a dit: «C'est marrant Morgane, quand on voit ton parcours, on voit, aussi l'évolution du design à la Société Générale, en tout cas dans la banque de financement et d'investissement». Parce que, moi quand j'ai commencé, je connaissais au final pas trop, ces métiers. Encore une fois, c'était il y a 7-8 ans. Donc les premiers designers sont arrivés dans l'équipe, on a commencé à développer nos méthodologies, à tester ce qui marche pas et notre mandat en fait entre-temps a continué à grossir et au départ, on était dans en fait, on va dire dans un sous-ensemble de l'organisation, puis on est remonté, on a eu plus de projets, encore plus de projets et aujourd'hui, on a un mandat au niveau, en fait de toute la banque de financement et d'investissement. Ok, on va creuser tout ça ensemble. Juste avant qu'on aille un peu plus loin, j'ai vraiment envie de préciser ça. Toi, tu travailles à la Société Générale, donc comme tu l'as dit, la banque de financement et d'investissement. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît nous en tant que personne lambda, qui est la Société Générale qu'on voit dans la rue. C'est vraiment deux entités à part. Bon, non, mais on se parle quand même. Je connais mes équivalents quand même. Mais disons qu'en fait, autant, tu vois, toi, en tant que personne, tu as besoin de services financiers, je Mhm. pense. Ben, en fait, c'est exactement pareil pour des entreprises. Comment elles naissent, comment elles grossissent, comment elles se financent, comment elles payent, leurs employés à temps, par exemple, ce qui peut être pas mal. Oui. Comment elles accèdent à différents marchés avec des devises différentes. Enfin, c'est tout un autre monde. En fait, tout ce qui est autour de toi, par exemple, a été financé. Un bâtiment, un paquebot, je sais pas, des infrastructures. Et en fait, c'est marrant parce que ça fait vraiment partie des. Mais je pense comme plein d'autres choses. Moi aussi, il y a plein de domaines que je connais pas. Quand tu commences à mettre ton doigt dedans, tu te rends compte qu'en fait, c'est tout un écosystème. Et en plus, là, je t'ai parlé que de la partie financement. Tu as aussi la partie investissement, notamment, par exemple, pour les fonds de pension, tout ce que tu vas peut-être acheter pour ta retraite, ce genre de choses-là, quoi. Ok, je vois. Donc juste qu'on soit bien clair, pour la suite, à chaque fois qu'on va dire Société Générale, on va bien parler de la banque de financement et d'investissement. Et je te dis ça là parce que on reparlera tout à l'heure de la Société Générale au global en termes de design. Mmh. Du coup, si on revient un petit peu sur ton parcours, là, ce que tu dis, c'est que tu arrives, tu fais l'audit, tu commences à monter ton équipe. J'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le détail, parce que tu m'as dit, on recrute les premières personnes, on commence à développer des méthodologies. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Ça m'intéresse de comprendre comment une grosse banque fait pour intégrer son design, et toi, comment, en tant que personne qui développe cette équipe, comment toi tu fais au fur et à mesure, quelles sont les erreurs que vous avez commises? Je pense qu'il y a plein de choses à apprendre et à comprendre aussi sur comment ça se passe dans un grand groupe versus une petite boîte. Mmh. Alors là, on pourrait rester des heures sur ce sujet. Hem, Disons que quand je compare à comment ça a été fait ailleurs, en tout cas, je vois parce qu'on se parle beaucoup avec mes équivalents dans d'autres banques ou même, ailleurs dans l'industrie. Je pense que la grande différence, en tout cas, pour mon cas à moi, c'est que j'ai pu le faire graduellement. C'est-à-dire que je me suis pas retrouvée du jour au lendemain à devoir recruter une équipe de 100 personnes, quoi. Ok. Et ça fait toute la différence parce que, en fait, ce qui s'est passé au début, c'est qu'on a vraiment recruté pour des compétences particulières. Donc, bon, déjà, la première personne, bon, elle a apporté vraiment toute sa connaissance à elle. Et puis après, on a pu compléter l'équipe petit à petit. Donc, par exemple, quelqu'un est arrivé parce que la personne avait plus de connaissances sur les analytics, d'autres plus en recherche utilisateur, etc., etc. Et aujourd'hui, je dirais que maintenant que l'équipe a assez grossi, donc on est passé de en fait 0 à une vingtaine de personnes, ça nous a permis de recruter maintenant peut-être plus basé sur le potentiel. En tout cas, c'est ce que j'aime bien dire dans le sens où on ne recherche plus un profil en particulier, même si on aime bien quand même avoir des points de vue différents et des parcours différents. Mais ça va vraiment être plus, potentiel parce qu'on sait qu'après, la personne, si elle reste, elle va pouvoir,
décider peut-être qu'elle est plus intéressée par le design system, peut-être qu'elle est peut-être plus intéressée par le product design, parce que peut-être qu'elle est plus intéressée par la recherche. Et donc, ça permet vraiment d'avoir des profils assez diversifiés qui veulent aussi faire des choses différentes. Et ça permet vraiment de compléter en fait le tout dans une équipe, quoi. Ok. Avant qu'on reparle du recrutement, du coup, moi j'aimerais bien quand même comprendre. Tu vois, t'arrives, t'es toute seule, tu commences à monter ton équipe, 1-2 personnes. J'imagine que vu que c'est une grosse boîte, il y a beaucoup de taf à faire. Il y a énormément de choses sur lesquelles avancer, sur lesquelles des outils sur lesquels travailler, des méthodologies à mettre en place. Comment toi, là, jour 1, quand tu deviens directrice de l'expérience utilisateur, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, j'aimerais un peu de concret, tu vois. Mais déjà, t'es pas tout seul. Enfin, le mythe de la personne qui arrive, qui est le héros, etc., c'est faux parce que, enfin, je tiens à le préciser quand même. Tu vois, en général, si quelqu'un donne la chance au design, c'est que quelqu'un y croit. Alors peut-être que, tu vois, la personne n'est pas super haut placée ou peut-être que elle a pas un périmètre très étendu, mais au moins il y a quelqu'un qui y croit. Donc moi, en l'occurrence, c'était mon manager et celui qui m'a donné la mission d'audit et qui aussi a pressenti que c'était vraiment important d'avoir ces compétences en interne. Pour info, c'était quel manager? C'était un directeur produit ou c'était quelque chose une fonction qui avait rien à voir avec du produit? Alors, c'est le... Ah, j'essaie de pas faire d'anglicisme, mais le head, en français, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de traduction. Ah, c'est vrai? C'est un peu Parce qu'en compliqué. plus, comme je vis à Londres, j'essaie vraiment de faire attention quand je te parle. Donc, des fois, je cherche mes mots parce que j'essaie de les traduire. Ok, donc en fait, c'est le head du Digital Office. Donc, en fait, on a créé une structure ex nihilo qui est vraiment transverse parce qu'on voulait pas se retrouver dans des silos ou dans des structures. Donc, on va dire qu'on avait cette structure transverse qui s'est en plus transversalisée encore plus avec le temps. Et donc, il fallait quand même qu'il y ait cette volonté interne, ne serait-ce que pour, tu vois, me confier cette mission, se pressentir que c'est important. Ensuite, évidemment, tu as comment on s'y prend, parce que, comme je te disais avant, on avait des designers, mais c'était plutôt en silo. Et autant te dire que les gens n'étaient pas forcément d'accord pour que leur designer s'en aille. Donc, c'est beaucoup, en fait, d'analyse. En plus, je me souviens qu'à l'époque, tout le monde, d'ailleurs, peut-être encore maintenant, mais tout le monde ne jurait que par le modèle Spotify avec des designers en squad. Je tiens à préciser, d'ailleurs, c'est pas moi, c'est Peter Merholtz qui a écrit le livre Org for Design Org, que même Spotify, c'est lui qui l'a dit récemment, d'ailleurs, même, je crois, au UX Days, que Spotify a fini par changer ce modèle-là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avoir des designers en silo, ça crée des produits silotés, forcément. Donc, beaucoup de présentations stratégiques sur l'organisation, sur comment on pourrait optimiser cette structure. Et en vrai, t'as pas besoin en fait de commencer à penser à tout parce qu'il faut juste encore une fois faire tes preuves sur les projets qui te donnent ta chance au début. Et comme je te disais au début, on était dans une sous-entité, donc ça a marché. Et encore une fois, hein, c'est pas juste, on va dire moi et les designers que j'ai recrutés, c'est les projets ont marché. C'est important de le mentionner aussi, tu vois. Donc c'était à la fois le métier, les IT, les développeurs front et back. Ça a marché et puis en fait le tout fait que on a pu prouver que la stratégie qu'on avait en place avait vraiment beaucoup de sens et elle s'est ensuite transversalisée encore plus. Ok. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait déjà des designers qui étaient là. Ces designers, ils ont été intégrés dans ton équipe au moment où tu es arrivé, enfin au moment où tu devais monter cette équipe, parce que tu disais que les équipes voulaient pas lâcher leurs designers, mais est-ce que vous avez tout récupéré afin de devenir cette espèce, je sais pas, on peut dire de studio design au sein de la Société Générale, ou tu as monté ton équipe de zéro? Alors j'aime pas trop le terme studio parce que je réagis d'abord à ça. Pourquoi? Mais je vais m'expliquer. C'est que on n'est pas à part. On travaille avec les gens. On travaille pas pour les gens, donc on n'est pas missionné. Donc on s'affecte sur des projets, certes, mais une fois qu'on est dedans, en fait, on travaille comme n'importe quel autre membre du projet. Et ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je suis en Angleterre, donc je suis à Londres. J'ai commencé en fait par monter l'équipe à Londres. Et en fait, mécaniquement, les designers qui étaient dans l'organisation étaient soit en mission, donc au bout d'un moment, une mission a une fin, ou en fait, quitter d'eux-mêmes parce que je pense que tu as sans doute déjà dû couvrir ça dans d'autres épisodes. Quand tu es dans une structure tout seul, au bout d'un moment, comment tu grandis, quoi. Du coup, je pense qu'à un moment, alors on a récupéré en fait une personne
parce qu'on avait fait des interviews, on avait regardé si la personne voulait aussi venir chez nous, parce que tu as d'autres personnes qui étaient très très bien en fait au niveau local des projets et qui ont décidé en fait de se reconvertir et de faire quelque chose d'autre, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais justement que il faut vous donner votre chance et commencer des premiers projets et montrer que ça marche. C'était quoi vos premiers projets et comment vous avez procédé? Alors c'est là où je pense qu'aussi c'est assez est-ce que c'est étonnant, intéressant? Je ne sais pas le terme. Nous, nos premiers projets, donc moi j'étais, comme je te disais, donc en finance des marchés. Donc nous, nos premiers projets, c'était en fait les plateformes de trading. Celles qui sont sans être les plus complexes en fait. On n'a pas commencé par, tu sais, des sites marketing, parce que ça, historiquement, tu sais, c'est plutôt les équipes de communication ou marketing qui s'en occupent. Donc nous, on était directement en fait dans des vrais services numériques, en fait des vrais produits, pas des sites d'information ou quoi que ce soit. Donc en fait, on a commencé par ça. Et puis le site de la recherche aussi, donc c'est là où en fait tu peux voir en fait les analyses et les études que produit la Société Générale sur par exemple des entreprises ou sur l'économie en général. Et en fait, petit à petit, ensuite, on a étendu en fait au. Alors là, pareil, j'ai pas pensé à traduire les termes avant ce podcast, mais ça s'appelle les security services. C'est tous les services titres, par exemple l'actionnariat salarié, des services pour des fonds, ce genre de choses-là. Puis après, on a continué à s'étendre sur tout ce qui est plus transaction banking. Donc là, c'est plus tous les services sur bah voilà la gestion en fait des virements, les services en fait de cash pour les entreprises. Et oui, en fait, ça c'était vraiment graduel. C'était vraiment en fait, on va dire organique comme croissance. Et encore une fois, on a grandi en même temps que le reste du périmètre du digital office. Ouais, c'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé, on vous a dit vous prenez tous les produits, vous avez commencé par un petit produit et vous êtes étendu au fur et à mesure. Ouais, alors honnêtement, je sais pas si ça peut vraiment arriver ça, parce que c'est facile de raconter l'histoire après coup, mais je pense que comme dans toute organisation, faut faire ses preuves. Une fois que la confiance est installée, tu peux pousser d'autres choses, mais qu'on te donne tout sur un plateau d'argent, j'y crois moyen. Bien sûr. Et justement, tu parles de ça et j'ai envie de parler tout de suite d'un sujet comme l'évangélisation design dont on parle souvent dans le podcast. Toi, tu dis que du coup, ça se fait au fur et à mesure. Comment tu gagnes cette confiance? Est-ce que c'est uniquement vraiment en travaillant sur des projets, en se rendant compte que ça marche, ou est-ce que tu vas quand même voir tes responsables, voir les autres équipes pour essayer d'évangéliser, d'expliquer ce que c'est que le design en interne? Par où je prends la question? Ce qui t'arrange. Ouais, bah alors je vais commencer par dire que j'aime pas trop le terme évangéliser. Ça fait vraiment donneur de leçons. Et je pense que c'est très facile, c'est peut-être un automatisme, mais d'arriver avec des jolies lunettes de designer, un joli, tu sais, des fringues différentes et de faire la leçon aux gens qui étaient là, qui ont vécu très bien jusqu'à ce que tu arrives, tu vois. Et là, tu dis, mais attendez, vous avez un manque dans votre vie. Je vais vous apprendre le design. Enfin, tu vois, je pense que peut-être la différence, c'est que moi, comme je suis issue en fait de ce monde-là, côté métier, bah, ça m'a empêché en fait de donner des leçons de morale en fait aux gens autour de moi, parce que je voyais très bien ce qui marchait. Je voyais effectivement qu'il y avait un besoin de plus en plus de créer en fait des produits numériques et d'avoir en fait bah avoir des interfaces qui ont du sens, quoi. Et d'ailleurs en fait, qui dirait non? C'est juste comment on fait pour s'y prendre, quoi, et comment on fait pour le prioriser. Parce qu'il y a plein d'autres choses à prioriser, tu sais, la gestion des risques, je sais pas, le développement d'autres produits financiers. Donc, comment on fait pour lui faire une place à cette nouvelle, quelque part, capacité dans l'organisation. Et donc, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, il faut quand même que tu aies un petit noyau de gens qui y croient. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir plein de gens. Hein. Tu as juste besoin en fait d'avoir quelques personnes bien placées. Et encore, en fait, qui peuvent être prendre des décisions pour faire quelques projets. Et au final, quand j'y pense, c'est exactement comme ça qu'on a fait tout le reste. Développer le design system, ça s'est passé exactement pareil. Ouvrir un blog Medium, c'est aussi comme ça. Tu vois, c'est et une fois que tu commences à construire cette relation de confiance, ce que je dirais, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est que donc les premiers projets, c'est les gens qui y croient. T'en as d'autres que au final, tu forces un peu en ayant grandi et ils se retrouvent en fait dans ton périmètre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on appelle, tu sais, les champions. C'est des gens qui ont travaillé avec nous qui après vont le pitcher aux autres. Et
pas que pour le design, je pense que même pour les produits, tu vois, si tu achètes quelque chose, si c'est la personne qui fait le produit qui dit regarde, j'ai fait un truc incroyable, achète-le. Moi, t'y crois moyen que si c'est quelqu'un qui n'a pas de conflit d'intérêt, qui te dit ah oui non mais j'utilise ce produit, j'y crois vraiment, tu devrais essayer. Et en vrai, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi en interne, quoi. C'est hyper intéressant. Donc, si je résume, il faut trouver la bonne personne qui croit en le design. À partir de là, il te donne ta chance. Tu lui prouves que ça marche bien. Et à partir de là, ça va s'étendre tout seul. Mm. Ce qui peut se passer, et ça, je l'ai vu, alors pas chez nous, mais je sais que c'est déjà arrivé, c'est que si tu commences pas par l'intérieur et que tu essaies de le forcer en externe, et des fois, je peux comprendre que tu peux pas faire autrement quand tu es consultant externe, quand tu n'as pas accès au fait aux décideurs internes. Si tu le forces par l'externe, c'est pas parce que ton boss te dit quelque chose que toi, forcément, en tant qu'employé, tu vas y croire. Enfin, si t'es pas, et qu'en plus, je dirais en France, c'est un effet culturel. Parce que j'avais rencontré quelqu'un, un investisseur brésilien, qui m'avait dit que les Français, pour lui, étaient les collaborateurs les plus difficiles avec qui travailler. Et je lui dis, ben pourquoi? C'est parce que vous demandez toujours pourquoi, vous voulez savoir, si vous n'êtes pas convaincu, vous faites pas, et moi je peux pas juste donner des ordres. Et moi je me souviens, je lui dis, bah c'est très bien, non, comme ça. Mais tu vois, donc c'est pas parce que ton big chef te dit, travailler avec un designer, c'est important, que tu vas le faire. Il faut vraiment que l'adhésion vienne de l'intérieur. Très clair. Et du coup, tout à l'heure, tu nous disais, au fur et à mesure qu'il y a eu cette adhésion, ton équipe a grossi. Donc, tu nous as dit, aujourd'hui, vous êtes à peu près une vingtaine, répartis entre Paris et Londres, c'est bien ça? Et tu as parlé un peu de tout ce qui est recrutement, et je voulais en parler avec toi, parce que justement, tu as évoqué cette idée de potentiel. Si je comprends bien, la façon dont tu as construit ton équipe, toi, c'est d'abord, tu as recruté des personnes qui avaient des compétences solides alors, on n'a pas précisé quoi, mais j'imagine dans du product design, dans la recherche peut-être, etc. Et c'est seulement une fois que tu as eu cette base solide que vous avez commencé à recruter ce que tu appelais des potentiels, donc peut-être des personnes qui sont moins bonnes mais qui veulent progresser. Ah, alors non, je le voyais pas comme ça. En fait, au début, quand tu dois construire ton équipe, et en plus, je dirais que en étant une grosse organisation, tu souffres de préjugés potentiels. Donc, faut déjà convaincre les gens de venir interviewer, enfin de faire le process avec toi. Comme t'en parles, comment on fait? Parce que là, dans ma fiche de notes, l'un des premiers trucs que j'ai marqué, c'est les banques historiques ont une image ultra vieillotte. et tu vois, le fait que t'en parles et que tu te dises il faut réussir à convaincre les gens, ça peut être intéressant. On reviendra sur la question d'après, d'avant, après. Mais du coup, comment tu fais, toi, pour justement pour te retirer de cette image vieillotte ou pas très sexy de la banque quand tu recrutes des designers? Je le fais à Londres. C'est-à-dire Mais en fait, cette image, et c'est marrant parce qu'encore une fois, moi, j'ai eu un cursus plutôt commercial, enfin école de commerce. La banque de financement et d'investissement, je me souviens en fait quand j'étais étudiante, il y avait une journée, enfin je sais plus comment ils appelaient ça, une journée où les entreprises venaient expliquer ce qu'elles faisaient. Et c'est pour te dire à quel point ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Il y avait quelqu'un de la Société Générale qui avait dit à un moment dans la présentation, en France, si vous voulez avoir une carrière internationale, il y a 2 choses pour lesquelles les Français sont réputés, le luxe et la finance de marché. Donc la luxe, ça m'intéressait pas, et je me suis dit bon je vais tester la finance de marché. Donc c'est marrant comment une personne un jour dit quelque chose et ça influence vraiment ton parcours. Et j'avais pas forcément en fait cette image de tu sais de poussière vieillotte, etc. D'autant plus qu'à Londres, il n'y a pas cette connotation négative, disons-le, hein, qui est très française. Ouais. Et en fait, du coup, quand j'ai commencé à recruter, en fait, j'ai pas vraiment souffert ça. Par contre, quand j'ai essayé de développer l'équipe en France, c'est là où effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des préjugés. Alors en plus, on parle d'inclusivité, etc. Mais enfin, les designers, on est quand même plein de préjugés. Hein. Plutôt, ouais. Contre lesquels on doit lutter au quotidien. Du coup, ouais, pour revenir à la question d'avant, donc tu disais pour le recrutement, déjà, tu essayes de faire venir les gens, d'essayer de les intéresser. Alors, du coup, si je reprends chronologiquement, au départ, en fait, c'est plutôt qui veut venir construire les choses avec toi. Parce que ça peut être tout à fait entendable. Hein. Des fois, il y a des gens, ils veulent juste être dans un setup déjà établi, avec des pratiques établies. Donc, je pense que c'est pas forcément les mêmes profils. Donc, des gens qui veulent vraiment se lancer dans l'aventure avec toi. Donc, moi, j'ai eu de la chance, encore une fois, je suis à Londres, où il y a vraiment un vivier de candidats très divers, des compétences très diverses. Même à un moment, quand on a cherché un consultant au tout début pour un design system, c'était assez facile à trouver.
À l'époque, en fait, je pense qu'en France, on n'utilisait même pas le terme, tu vois. Donc ça a vraiment aidé. Et puis en France, voilà, c'est là où je me suis rendu compte que effectivement, quand tu commences à essayer de recruter, t'as pas forcément le même retour. Et j'étais pas du tout habituée parce que quand j'étais côté métier, dès qu'on posait une annonce, on avait tout de suite 300 candidatures. Là, tu poses une annonce, t'attends une semaine, il y en a peut-être 3, 4. Bon, t'es là, ah ouais, il se passe quelque... Enfin, c'est pas pareil. Et, et après, bah, en fait, c'est comme chaque problème de design. Tu t'essayes de faire un peu de réflexion. Tu dis, OK, pourquoi les gens ne daignent même pas postuler? Ah, OK, peut-être parce que l'annonce n'est pas assez claire, ou peut-être parce qu'effectivement, les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire en venant chez toi. Et je pense que là où il y a eu un déclic, c'est quand on a commencé à communiquer en externe, ce qui était vraiment pas quelque chose de naturel. Plutôt, je dirais, en fait, en finance, moins tu communiques, mieux c'est. En tech, c'est tout l'inverse. Tu dois tout raconter sur ta vie à la limite. Mais disons, c'est là où en fait on a commencé à avoir notre médium. Je pense que là où il y a eu le déclic, c'est qu'à un moment, InVision est venu nous interviewer parce que on utilisait leurs produits. Donc ça, c'était en 2016. L'article est sorti. L'article était en 2018, mais on avait InVision en 2015. Et donc en fait, je pense comme tout produit, ils gardent contact avec toi, ils regardent ce que tu fais, ils trouvaient ça intéressant. Et donc, en fait, un jour, ils nous ont demandé s'ils pouvaient, en fait, sortir un article sur nous. Et c'est là où je me suis dit, ouh là là, mais attends, nous, on n'a pas l'habitude de faire des articles et de se, comment dire, se mettre à nu comme ça devant la place publique d'Internet. Et suite à l'article d'Ivision, je me suis dit, ah, c'est quand même dommage, on n'a aucun lien à donner aux gens pour s'ils veulent en savoir plus. Donc, on a fini par sortir notre site design, notre blog, etc. Et à partir de là, quand tu commences à partager ce que tu fais, même si moi j'avais vraiment l'impression qu'on était resté tel quel, tu vois, on n'a pas changé entre le moment où on a sorti un blog et le moment où en fait, et on n'avait pas de blog, ben au final ça quand même permet aux gens de voir quelque part ce qu'ils achètent, tu vois, la preview, et quelque part je pense les rassurer. Et donc je pense qu'aujourd'hui je sais que quand les candidats viennent dans le recrutement, je sais que les candidats, en fait, ont tous en général regardé notre site Medium ou notre site design. Ça ne t'étonnera pas si je te dis que moi aussi, je l'ai lu avant qu'on prépare, enfin, pour préparer cet épisode. Et oui, effectivement, je trouve que ça démystifie vachement, en fait, justement, l'image que j'en avais de la banque où ça doit être un truc pas sexy, ou alors c'est pas du tout intéressant, où il y a une traction de fou, et où en fait, de toute façon, je mettrai le lien dans la description du blog, mais où en fait, en lisant les articles, tu te rends compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche, et qu'il y a un vrai travail de fond qui a été mené, et tu vois aussi quel type de travail vous pouvez faire au quotidien, ce que je trouve hyper intéressant. Et si on en revient du coup tout à l'heure à ce que tu disais par rapport au potentiel, qu'est-ce que tu appelles un potentiel? Par exemple, tu disais potentiel en design system, c'est des gens qui qui veulent progresser dessus, qui sont intéressés sur un sujet très spécifique qui peut vous intéresser. Comment tu composes ton équipe aujourd'hui? Alors attends, c'est 2 questions là. C'est 2 questions effectivement. Pour répondre au potentiel, en fait, quand je parlais de potentiel, je pensais vraiment à la proactivité. C'est quelqu'un qui, même s'il n'a pas la connaissance, va aller vraiment creuser, tester quelque chose. Okay. Et même si, tu vois, tu arrives et qu'il y a les choses sont pas parfaites, bah, qui au lieu de se plaindre, va essayer de vraiment réfléchir à comment on fait pour que ça s'améliore, pour arriver là où je veux, sans, tu vois, faire un dictat et sans, tu vois, bypasser nos process de sécurité, parce qu'on a une banque quand même. Et je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est quand même important qu'une banque soit sécurisée. Plutôt oui. Oui. Mais voilà, parce que, pour te donner un exemple concret, nous on n'est pas sur Mac. Parce que si on était sur Mac, ça veut dire qu'on devrait sortir pas mal de choses du réseau. Et des fois, en fait, on a des fichiers avec des données confidentielles qu'on ne veut pas sortir du réseau. Donc, en fait, on a construit tous nos outils, toutes nos méthodologies sur des environnements qui marchent avec Windows. Et je me souviens, en fait, il y a longtemps, quand je disais ça, j'avais des designers qui faisaient « Hop, vous n'utilisez pas Mac, mais vous n'êtes pas une équipe de design ?» Avec le temps et le recul, parce que maintenant, on a Figma, on a des choses qui sont cross OS, bah voilà, on se dit que c'est quand même moins important, mais à un moment, si t'avais pas Sketch et pas Mac, t'étais pas un designer pour certaines personnes. Et donc voilà, bon bah du coup ces gens-là, ben moi ça m'arrange qu'ils viennent pas
chez nous parce que je me dis bien qu'en fait, ça va être difficile de faire progresser les choses avec quelqu'un qui quelque part a un esprit aussi fermé quoi sur ou un avis aussi arrêté sur les choses. Et donc ta deuxième question, c'était? C'était plus, du coup, une fois que tu as repéré ses potentiels, comment toi, tu fais pour la composer, cette équipe? Comment tu sais ce dont tu as besoin, en fait? Alors c'est là où en fait si on a bien parlé de diversité, mais là je me rends compte, pas forcément diversité de genre parce qu'aujourd'hui il y a pas mal, en fait le focus là-dessus, mais diversité de parcours et d'intérêts. C'est super important parce que, aujourd'hui dans le process de recrutement, c'est très collaboratif dans le sens où en fait l'équipe s'occupe alors moi je contacte les gens et en fait, tous les premiers rounds, Tous les premiers entretiens? Toutes les toutes les premières premières étapes? étapes, je dis les anglicismes, c'est horrible, je fais ça toute la journée, tout à l'heure j'étais en anglais, donc là j'essaye de me remettre en français. Donc toutes les premières étapes sont en fait, faites par des volontaires de l'équipe. Donc en fait, à chaque fois je dis voilà qui est, volontaire pour aider sur le process de recrutement, faire la première étape, la deuxième étape et cetera et en fait, donc moi je coordonne tout ça et je vois en fait que les gens, à la fin ou plutôt je fais le dernier entretien avec eux, mais quelque part, l'équipe du coup, peut pressentir et c'est aussi bien d'avoir des avis différents et d'avoir des sensibilités différentes sur les entretiens. Donc sur les personnes qui survivent quelque part au regard très critique de l'équipe, parce que j'ai tendance à dire que maintenant ils sont encore plus stricts que moi. Même moi, des fois, je suis obligée de dire, mais non, mais on peut quand même considérer là, vous êtes vraiment strict. Est-ce que vous auriez passé vos propres critères? Je suis pas sûre. Mais donc voilà, je suis assez assurée que quand j'arrive dans la dernière étape, je sais qu'il y a un bon fit avec l'équipe, qu'ils ont prouvé qu'ils maîtrisaient leur craft en design. Et donc pour moi, à la fin, c'est plutôt une conversation. Et sur le potentiel, du coup, comme je le disais, c'est vraiment cette proactivité. En fait, on est tellement transverse aujourd'hui dans l'organisation et on a tellement de choses à faire que je pense être assez sereine quand je dis que je sais alors pour les gens qui veulent, tu vois, développer des choses, je pense qu'il y a assez de matière à faire pour que les gens puissent vraiment développer ce qui les intéresse. Et encore une fois, c'est comme ça qu'on a fini par avoir différents intérêts dans l'équipe, comme je le disais, design system, recherche utilisateur, vision produit, etc. C'est intéressant d'ailleurs. Tout à l'heure, tu disais que vous n'étiez pas en silo et du coup, moi, j'aimerais bien savoir comment vous êtes organisé au sein de l'équipe et tu disais que vous travaillez avec et pas pour, donc vous n'êtes pas une sorte de studio en interne. Comment l'équipe travaille et ce que vous faites? Quels sont vos rituels? Enfin, tu vois, un peu savoir comment vous fonctionnez en interne. Alors le premier rituel qui me vient en tête, c'est uniquement parce qu'on est en plein dedans en ce moment, c'est que chaque année, en fait, on fait un sondage anonyme dans l'équipe pour s'évaluer en tant qu'équipe, savoir ce qui va pas et ce qu'on pourrait changer. Et par exemple, l'année dernière, ou c'était celle d'avant, je me souviens plus, les gens avaient dit qu'ils voulaient vraiment faire beaucoup plus de co-design. Du coup, maintenant, j'essaye vraiment de pairer beaucoup plus les designers entre eux sur des missions. Et en fait, en fonction des différentes missions, il y a des fois beaucoup d'adhérence, donc ça marche plutôt bien. Et au final, toute la façon dont l'équipe fonctionne aujourd'hui est issue un peu de ce process d'itération. Donc, alors je veux pas parler du profil en T parce que ça a été dit et archi redit, mais disons qu'en fait dans l'équipe, tout le monde fait en fait au moins le b.a.-ba de l'UX designer. C'est-à-dire qu'il est capable en fait d'analyser des besoins, de faire des parcours utilisateurs, de faire du prototypage, de faire des workshops d'idéation, de faire des spécifications, d'utiliser design system, quand même c'est important. Et ensuite, en fait, on a des spécialités. Donc, j'ai des gens qui sont vraiment plus intéressés par le design system. Donc, c'est eux qui s'occupent du coup du design system avec nos développeurs. J'ai des gens qui sont beaucoup plus intéressés par la recherche utilisateur. Donc, c'est eux en fait qui vont développer tous les templates pour les autres designers. Et là, le petit dernier qu'on est en train de former cette année, c'est plutôt la stratégie produit. Alors eux, ils ont encore un autre angle, c'est que eux, leur raison d'être, on va dire, c'est de regarder ce qui se fait de mieux en fait dans du product design pour aller aider des product owners à bien cadrer leurs besoins quand ils travaillent avec nous. Parce qu'avoir un product owner qui arrive et qui a déjà fait, tu sais, alors je sais pas si tu connais le framework Hearts de Google. Oui, oui. Voilà, qui est capable en fait d'expliquer ce qu'il veut faire, pourquoi au lieu de te donner la solution.
Ça facilite la vie de tout le monde quand même. Donc voilà, donc aujourd'hui, par exemple, ils travaillent là-dessus. J'ai d'autres gens qui seront plus intéressés ou plus spécialisés en visualisation de données. Donc voilà, et surtout nous, on a beaucoup ce genre de cas d'usage, dans la banque. Ouais, en fait, je dirais et alors c'est marrant parce que quand on recrute, du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'à chaque fois, je demande en jeu alors quand les gens disent qu'ils veulent rester, je leur demande de réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient apporter dans l'équipe, de se prononcer, en fait. S'ils ont pas d'idée pour l'instant, c'est pas grave parce que le but, c'est justement qu'ils testent un peu tout et puis à un moment, il y a forcément quelque chose qui va les intéresser plus, qu'autre chose. Mais j'aime bien leur demander de se projeter aussi. Et toi, c'est quoi ton rôle dans tout ça? Oh là là! Bah, moi, mon rôle, c'est, hem, alors j'aime bien blaguer, mais moi, je me dis que tous les jours, je joue à Tetris. On retrouve les jeux vidéo, hein. C'est, comment je fais pour que, j'arrive à trouver le bon projet qui va intéresser la bonne personne, mais que la bonne personne, en termes d'agenda, ça va rentrer avec le reste de ses projets. Comment faire pour aussi faire qu'entre les projets ou les différentes personnes avec qui je parle, ben, qu'elles adhèrent, à notre stratégie. Parce qu'encore une fois, je t'ai dit, ça peut pas être imposé par le big chef. Faut qu'il y ait de l'adhésion, sinon, tu auras des bâtons dans les roues. Ça ouais, c'est très différent et d'ailleurs à ce propos, je sais pas si je démystifie quelque chose, mais j'ai l'impression que plus tu montes et moins tu as le contrôle sur ton agenda. C'est-à-dire que moi, mon agenda, c'est, bah, répondre, quand les gens sont coincés, donc j'essaye de faire en sorte quand même qu'ils aient toutes les billes pour avancer, mais il y a des fois, en fait, ils ont besoin de moi, donc en fait, j'ai un créneau le matin où c'est le créneau Ask Me Anything, c'est le AMA, c'est Ask Morgan Anything. Donc voilà, je sais pas, il y a un producteur récalcitrant, ils savent pas comment faire avec ce développeur, ils ont besoin d'informations, plus de contexte sur autre chose, sur quelque part d'autre dans l'organisation. Hem, Ensuite, j'ai des créneaux où il faut effectivement que, bah, j'aille, expliquer, la stratégie, pourquoi on fait les choses comme ça. Demain, j'ai une présentation en fait à nos partenaires sur les plateformes, donc dans les autres pays, dans les autres régions et que je vais, co-présenter avec mon manager. Hem Mouais et des fois, en fait, j'ai des appels intempestifs de gens qui savent pas où sont les codes couleurs du design system. Alors ça m'est arrivé juste avant le notre appel donc bah, gentiment, je suis allée sur le site de la documentation et là, la personne me disait: «Ah oui, non, mais moi, je veux les codes PowerPoint». Donc je lui ai expliqué que s'il collait, le code hexadécimal dans Google allait lui donner les bons équivalents. Donc ça peut être très, très varié. Mais disons que je pense vraiment qu'au bout d'un moment et surtout si tu gères une équipe, parce que tu peux être, leader sans gérer d'équipe, c'est plutôt l'équipe qui va, comment dire, déterminer ton agenda. Ok, très clair. Et du coup, tu en as un tout petit peu parlé en expliquant ton rôle. Tu disais que c'est toi qui dispatchais les missions aux bonnes personnes. Ça veut dire que chaque personne dans ton équipe peut être assignée à n'importe quel produit, à n'importe quelle équipe. Il n'y a pas une personne qui va être assignée à une squad. On en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment, t'as vraiment tous les membres de ton équipe peuvent travailler sur toutes les parties du produit, sur différents produits d'ailleurs, sans aucun problème. D'ailleurs, en fait, si, on va dire, il y a un pitch à faire sur l'équipe, je sais que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens, quand ils découvrent l'équipe, de pouvoir vraiment, bah, du jour au lendemain travailler sur des projets très, très différents. Je dirais quand même qu'avec le temps, il y a des pratiques qui se développent et j'ai des gens qui sont peut-être plus spécialisés sur, une ligne métier que d'autres. Tiens d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, mais là, par exemple, j'ai quelqu'un, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est, contenu éducationnel. Parce qu'on a de plus en plus de gens qui sont intéressés, qui sont pas des designers, qui veulent savoir et en savoir plus. Du coup, ces gens-là, en fait, qu'on a regroupés dans une ligue, on est en train de leur faire un programme de formation. Mais par exemple, tu vois, on les forme sur les biais, cognitifs, sur le design system aussi. Donc en fait, c'est toute cette approche-là qu'on est en train de tester et c'est une personne, qui voulait porter l'approche et qui le fait aujourd'hui. D'accord. Et moi, l'idée que j'en ai de ce truc-là, c'est de cette organisation-là, c'est que si tout le monde peut travailler sur tout, à terme, il va y avoir une sorte de traction où à chaque fois, tu as un nouveau designer qui va arriver sur un projet sur lequel quelqu'un d'autre a travaillé et cette personne-là va devoir se réaccaparer toutes les connaissances du designer précédent. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois au quotidien ou c'est une conception que j'ai biaisée de la réalité? Alors quand tu dis s'accaparer le travail, donc en fait les décisions, tu parles des décisions et des choix?
Oui, par exemple, tu vois, on va dire qu'un designer travaille pendant un certain temps sur une feature ou sur un produit, et puis un jour, il ou elle va dans une autre équipe, et puis un autre ou une autre designer arrive, et Mmh. pour continuer ce travail-là, comment vous faites pour éviter justement éviter de perdre en fait la connaissance en se disant je vais pas aller embêter le designer qui était là avant parce qu'il travaille sur un nouveau projet. Euh, tu vois ce que j'essaie un peu de dire, Ah, c'est comment vous faites la passerelle pour le fait de pas justement avoir cette force d'inertie qui fait que quand tu arrives sur un nouveau projet sur lequel quelqu'un d'autre a travaillé, tu dois tout te réapproprier, essayer de comprendre ce qui a été fait. Toi, tu vas faire le design ou tu vas faire la feature, etc. Et puis après, tu vas aller sur un autre projet, donc tu vas devoir te réaccaparer ces connaissances pendant mmh. que la personne qui te remplace, enfin, tu vois. Alors, c'est vrai que tu avais commencé à parler de rituels. Hem, on en a pas mal, donc on les fait évoluer avec le temps vu que chaque année, on a le sondage, on voit comment on améliore, les choses. Mais ce qui marche beaucoup chez nous, c'est que, l'équipe, alors et ça, c'était un choix volontaire, je pense, dès le début, c'est d'avoir une équipe plus petite que trop grande et pour justement garder cette cohésion. Vraiment designer d'une seule voix. Quand je dis ça parce que c'est marrant, juste avant ton podcast tout à l'heure, je parlais à un head of design, qui me disait que son équipe avait grandi à jusqu'à 100 personnes et qu'il connaissait plus les gens et qu'il avait beau mettre des meetings, les gens voulaient pas se parler et personne voulait présenter en design, critique. Parce que ça, c'est pas naturel, tu vois? Créer le lien, faut que ce soit une volonté active et donc en fait, le choix que nous on a fait, c'est, de garder l'équipe plutôt petite. Alors tu peux dire que 20 c'est beaucoup, mais en fait pour la taille de notre organisation, c'est vraiment pas beaucoup. On pourrait être beaucoup plus. Mais ça nous permet en fait d'optimiser la communication et il y a pas mal de choses dans le process, qu'en fait on partage avec d'autres membres, sur les projets. Donc par exemple, alors ça je pense que je l'avais dit, à la dernière conférence, au UX Day, on a pas mal de ce qu'on appelle des business analysts qui avant faisaient des flows, plutôt techniques. On s'est rendu compte qu'eux pouvaient vraiment nous aider sur, tous les parcours utilisateurs. Ils sont tout à fait capables de les faire une fois qu'on les forme et donc des fois, si les projets, veulent préparer, en fait, le projet en amont, ça fait partie quelque part des devoirs, moi j'appelle ça des devoirs, qu'ils peuvent faire, et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Alors évidemment, après on regarde si c'est bon et après on retravaille s'il y a besoin, mais ça nous permet vraiment d'avoir une taille lean, on va dire et après, donc et de garder en fait cette force de communication pour vraiment faire circuler l'information. Donc on a en fait, des réunions d'équipe assez régulières. Chaque année, en fait, on fait un meet-up, on reparcourt tout ce qu'on fait, toute l'offre de la plateforme, comme ça tout le monde est au courant. C'est des journées de meet-up où les gens finissent très, très crevés en général et je pense aussi le dernier facteur, c'est quand même d'avoir des process très béton, dans le sens où aujourd'hui, on a quelque chose qu'on appelle un project flow. Je suis pas trop sûre comment je l'appellerais en français, mais c'est un peu un carnet de notes de tout ce qui se passe sur un projet. Qui était là, quel meeting, quelle décision on a prise. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui rejoint l'équipe, souvent ils trouvent ça rébarbatif parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils doivent noter chaque semaine ce qu'ils ont fait. Jusqu'au moment où en fait, 3 mois plus tard, quelqu'un se dit mais pourquoi on a décidé ça? Et alors là, tu peux retrouver l'email, tu peux retrouver pourquoi tu as fait ça, quelle étude tu as faite pour prendre cette décision. Et quand tu fais des transitions ou même quand tu fais du co-design, ça sert en fait de document de référence pour tout le monde. Ok, très clair. Donc vous renseignez ce qui a été fait pour pouvoir aider les autres. Tu parlais aussi tout à l'heure, tu as parlé de critique. Donc du coup, j'imagine que ça fait un peu partie de vos rituels de pouvoir critiquer, de pouvoir donner des retours sur les designs qui ont été faits ou sur les features qui sont en cours. Est-ce que lors de ces critiques, tout le monde est présent dans ton équipe ou c'est vraiment juste une partie de l'équipe ou juste toi ou comment ça s'organise? Ah, alors ça fait partie des choses qui ont évolué avec le temps parce qu'avant on était assez petits pour avoir tout le monde dans une même session et alors c'est magique, hein, mais plus, tu ajoutes des gens dans un meeting et moins les gens y parlent et donc à un moment, en fait, on était trop gros pour, faire des sessions communes ou plutôt, ce qui est ressorti en fait, du coup, quand j'ai posé la question: «Qu'est-ce que vous en pensez?» Les gens disaient: «Mais j'ai l'impression de passer sur le grill, d'être toisé par 20 designers et qui vont tous, voilà, démonter ce que j'ai fait, je n'ai pas en fait l'espace de sécurité pour vraiment, avoir une critique, correcte et donc ça, c'est sorti, je me souviens l'année dernière, c'était vraiment, une demande de l'équipe de changer le format
Et donc, ce qu'on a testé, c'est d'avoir quelque chose de plus en plus petit comité. Donc maintenant, en fait, on a des créneaux réservés et les gens qui veulent en fait de l'aide, ils postent dans le chat commun. Ils disent voilà, j'aimerais prendre le créneau du mardi. Et on a un petit système. Donc les gens qui mettent un cœur, c'est sûr tu viens. C'est-à-dire que je suis pour sur la dispo. Et ceux qui mettent un pouce, c'est ceux qui disent j'essaye de venir si je suis disponible. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. J'attends en fait de voir la fin du sondage pour voir si ça marche mieux que ce qu'on avait avant. Et bon, je sais qu'en tout cas, ça a facilité plus d'aller-retour entre designers. Ah oui. Et malheureusement, la chose pour moi que j'ai dû accepter de faire, c'est de plus aller en critique parce que les gens m'ont dit qu'ils étaient trop stressés quand j'étais dedans. Donc malheureusement, j'ai dû accepter de ne plus. Enfin, j'imagine, sauf si ils me demandent pour un point de vue en particulier, mais par défaut, sauf s'ils me demandent de venir, je n'y vais plus. Comment tu fais du coup pour suivre ce que fait ton équipe? J'ai lu, je crois, dans une de tes interviews ou dans un des podcasts dans lesquels tu es intervenu, que toi, tu étais là pour t'assurer qu'il y ait une cohérence à travers la plateforme et tout ça. Comment tu fais du coup pour t'en assurer si tu n'es plus là pour voir ce qu'ils font? Ben, tu sais, il n'y a pas que moi qui porte le devoir de cohérence, hein, toute l'équipe le porte. Tout comme pour le recrutement, des fois, je trouve que l'équipe est très sévère. Ah bah, je peux te dire que sur le respect du design system, ils sont tout aussi sévères, voire plus que moi. D'autant plus qu'en fait, alors ça, c'est quelque chose, je suis très fière, j'ai réussi à le faire, mais aujourd'hui, je peux continuer à designer. Donc, j'ai des projets que j'ai gardés depuis des années. Et je connais tellement bien le sujet qu'en fait, et c'est des sujets plutôt métiers. Donc, je reste dessus. Et en fait, je suis consommatrice du design system. C'est qu'aujourd'hui, comme j'ai pas le temps de suivre tout ce qui se passe et toutes les décisions, des fois, c'est moi qui pose des demandes de conseils, d'avis et qui sait plus quel composant utiliser dans quel cas, quoi. C'est marrant que toi, tu restes sur des sujets précis là où ton équipe bouge de projet en projet. Alors, quand j'ai dit de projet en projet, attention, c'est pas en fait, n'importe qui peut travailler sur n'importe quel projet, mais une fois que tu es dessus, en général, tu restes dessus, sauf si tu vois, à un moment, on décide de faire une transition. C'est pas, tu D'accord. vois, ah oui, alors je me rends compte que c'était peut-être pas assez clair. C'est pas comme dans une équipe de dev front où n'importe quel dev peut prendre plus ou moins des tickets dans un backlog commun. Non, le designer, il est vraiment sur son projet, il le suit. Il se trouve que quand ils font du pair design, souvent ce qui va se passer, c'est que quand il y a plus besoin d'avoir autant de designers, il y en a un qui va prendre le lead, ou même des fois, on va dire, voilà, toi, t'es lead et toi, tu seras support, mais tu vas peut-être te retrouver lead sur un autre projet et ce sera l'autre personne qui est support. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et a priori, soit à un moment, il sera plus intéressant pour toi de prendre un nouveau sujet et dans ce cas-là, on va organiser une passation, mais a priori, tu restes dessus. Ok, ça marche. Et donc là, ce que tu disais dans le co-design, c'est vraiment deux personnes qui sont dans une même équipe. Et quel est l'objectif? Je sais que Audreyac, qui est chez Open Classrooms, a le même système dans son équipe, où à chaque fois, c'est par exemple, tu as une personne qui est plus forte en recherche utilisateur qui va être accompagnée de quelqu'un qui l'est moins pour entraîner cette personne et pour la faire progresser. Est-ce que ce que tu appelles le co-design, c'est à peu près la même chose? Est-ce que c'est une personne qui va tâcher de faire progresser l'autre? Ah, alors, on a un terme pour ça, nous on appelle ça le système des buddies. C'est-à-dire que quand tu arrives dans l'équipe, tu as quelqu'un qui t'est assigné, qui est pas moi, en fait, quelqu'un qui est volontaire, pour t'accompagner, prendre en charge toute la masse de savoir à quelque part à ingurgiter. Et en général, ton buddy, ça va être la personne avec qui tu as commencé à faire du design, parce que tu vas l'aider, avec la connaissance limitée que tu vas sans doute avoir quand tu rejoins l'équipe. Mais du coup, voilà, t'es vraiment quelqu'un t'es là. Alors c'est très vrai pour nos alternants et pour nos stagiaires, pour aider là où tu peux, puis apprendre. Et d'ailleurs, je sais que ce qui marche bien, parce qu'en fait, du coup, on fait aussi des sessions de rétro avec nos stagiaires et nos alternants, c'est que comme ils peuvent accompagner les gens, différents designers, et ben quelque part, ils voient différentes pratiques, différentes façons de faire. Ça leur permet quelque part aussi de développer on va dire leur set de pratiques qui marche pour eux, et de voir qu'il n'y a pas une seule façon de faire du design. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, tu peux appeler ça du co-design. Ensuite, là où il y a vraiment du co-design, c'est plutôt... Alors, on a essayé de mettre 2 designers en même temps, mais au final, ça duplique tout en 2. Donc, les meetings, ça prend 2 personnes. Des fois, tu sais pas qui doit tenir à jour le project flow. Là, en fait, ça marche un peu mieux. Donc, c'est ce qu'on a testé plus récemment. C'est d'avoir quelqu'un vraiment en support, par exemple, sur la recherche utilisateur. Et l'autre qui va peut-être plus prendre l'ensemble en fait du process, ou par exemple quelqu'un qui est très bon en fait en design system et dev front,
qui connaît bien en fait le design system et les classes, qui va vraiment pouvoir accompagner une équipe qui a besoin de plus de support sur le design system par exemple. Ça marche, c'est très clair. C'est pour ça que je parlais de Tetris tout à l'heure, parce que du coup, au final, moi, ce que je fais, c'est je vois les appétences déjà, parce qu'après, il faut aussi voir est-ce que les gens veulent faire ça, est-ce qu'ils veulent développer ça, parce qu'il y a des gens qui veulent peut-être pas du tout développer la recherche utilisateur. Et du coup, moi, j'essaye de rentrer les formes Tetris et de faire en sorte que ça fit, quoi. Tu m'as donné une transition toute trouvée en parlant de recherche utilisateur. Je me demande comment vous faites pour faire de la recherche utilisateur dans un environnement qui est plutôt très professionnel et institutionnel. Comment vous réussissez à prendre du temps pour aller faire des tests utilisateurs? J'imagine que pour le trading, par exemple, vous avez juste à aller dans la pièce d'à côté et voir les traders pour leur parler. Mais par exemple, pour tout ce qui est outils disponibles pour vos clients qui n'ont peut-être pas le temps ou qui n'ont peut-être pas l'envie de faire des tests, comment vous vous y prenez? Alors, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si on était arrivé en disant voilà, faut faire des tests, on aurait peut-être eu un peu de réactance. Si tu arrives avec un air assez strict, avec tes lunettes de designer en disant c'est comme ça la vie, je pense que la réactance, surtout en France, va être forte. Donc en fait, c'est déjà faire le projet, gagner la confiance des différents partenaires. Et une fois que tu as fait la confiance, en fait, aujourd'hui, nous, on dit juste, voilà, dans notre process, il faut faire des tests utilisateurs. Tiens, toi qui es commercial, trouve-nous des clients. Bon, en fait, je parle pas comme ça, évidemment, à la personne. Mais ah oui, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont une session quelque part forcée, parce que même s'ils disent qu'ils connaissent à chaque fois, bon, on l'a fait quand même, parce qu'on se rend compte que quand on la fait pas, ça nous joue des tours, où en fait, on détaille tout notre process, tout ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines semaines, mois. Là, c'est à ce moment-là où en fait, on axe bien aussi sur l'importance de tester. Et honnêtement, une fois que c'est dans le process, c'est que tu vois, c'est un truc qui marche pour tous les autres projets, des gens, ils vont pas aller forcément dire qu'ils veulent pas, parce que d'autant plus si tu leur expliques pourquoi. D'ailleurs, en fait, la petite addition que j'aime bien dire, c'est que honnêtement, depuis toutes ces années, je n'ai jamais vu un projet qui avait le test parfait dès du premier coup. Il y a toujours quelque chose que toi, en fait, dans tes workshops de conception, tu te dis ah c'est évident, mais en fait, quand tu fais le test, des fois c'est tout bête, hein, peut être juste un terme qui va pas, mais ça fait que la personne elle est perdue. Et donc après j'ai le challenge, hein, si vous pensez que vous y allez arriver du premier coup alors que tous les autres projets ils ont jamais réussi, pourquoi pas, mais bon. Et voilà, bon, en jouant en fait avec un petit peu d'humour, en général ça passe. Donc vous, c'est principalement vos commerciaux qui vont chercher vos utilisateurs? Ça dépend, parce que des fois c'est directement nos traders, parce que nos traders parlent aussi en fait à des clients. En fait, ça fait partie des critères pour travailler avec nous, parce que c'est arrivé quelques fois où j'ai dû refuser en fait les interlocuteurs qu'on nous a donnés parce que c'était pas les bons. Alors le plus marrant, c'était un projet qu'on devait faire avec un head of trading, et je lui ai dit mais dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as placé un ordre? C'était il y a 10 ans. Je fais on va peut-être pas faire l'outil avec toi, tu sais même plus comment placer un ordre sur le marché. Tu peux me donner quelqu'un, des gens dans ton équipe qui travaillent vraiment et tu vois, donc on essaye d'ajuster. Jusqu'alors, on a toujours réussi. Et dans les critères pour être en fait dans les workshops de design, c'est soit faire partie des clients, parce qu'il y a plein en fait de produits où en fait on a des clients internes, donc au moins ils ont leur vision eux, et ils voient à peu près ce que font les autres, et on les missionne, on les sensibilise vraiment sur le fait qu'ils représentent l'ensemble des utilisateurs, enfin en tout cas pas juste leur intérêt. Ou soit en fait on veut quelqu'un qui détient la relation client et qui va pouvoir nous donner accès. J'oublie en fait de mentionner aussi que parfois il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui officiellement détient la relation client, parce que c'est la régulation, la réglementation. C'est-à-dire que tu dois absolument leur... c'est-à-dire c'est que on a en fait des gens qui ont des mandats sur des clients. Et alors je sais plus exactement pourquoi dans la réglementation, mais quand il y a des meetings, il faut que ces gens soient là. C'est vraiment eux qui portent la relation client, et tu peux pas faire des meetings si tu vois, surtout sur des personnes régulées financièrement, il faut vraiment que ces gens-là soient là pour j'imagine s'assurer que on n'est pas en breach. Encore une fois, je suis désolée l'anglais. On n'est pas qu'on ne soit pas qu'il n'y ait pas de pépin avec la réglementation. Ça marche.
Je vois. C'est intéressant parce que c'est un cas que j'ai jamais eu dans le podcast où on me dit ça. Généralement, c'est galère de trouver quelqu'un et puis du coup, on essaie de trouver et toi, tu vas juste voir des personnes qui seront obligées de toute façon de t'accompagner pour voir comment ça se passe. C'est très intéressant. Ah mais Euh, si je peux dis-moi. ajouter quelque chose à un fait, c'est que c'est aussi à toi d'imposer tes conditions de travail. Enfin, comment dire? Hem, En anglais, tu sais, il y a le terme design token. C'est-à-dire que oui, oui, c'est bon, il y a eu un designer, il a fait un prototype, du coup, on est centré utilisateur. Bah non, mais désolé, il y a rien qui me dit que c'est centré utilisateur quand tu me dis ça. Et donc, si le designer accepte, alors parfois l'environnement est vraiment compliqué, mais si tu as la relation de confiance avec les gens, si tu acceptes de faire, tu sais, comment dire, de bypasser quelque chose, tu deviens complicite. Et la prochaine fois, ils vont continuer à vouloir le bypasser en disant, oh, bah, finalement, c'était pas si important, etc. Donc, c'est pour ça, il faut aussi être clair pourquoi, en fait, il y a des choses que tu ne peux pas. Évidemment, il y a des choses, après, c'est à ton propre jugement, enfin, tu dois te référer à ton jugement. Des fois, il y a peut-être des choses que tu peux laisser passer ou des choses qui sont moins importantes. Il y a des choses que tu ne peux pas. Et je pense que c'est comme ça dans tous les métiers. Tu vois, un dev, je pense qu'à un moment, faire un truc ultra grade, il voudra pas. Pareil si tu travailles dans la sécu. Pareil si tu es commercial, quoi. Très clair. Tu nous as beaucoup parlé d'un sujet depuis tout à l'heure qui est votre design system. Et j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur comment vous en êtes arrivé à le construire et comment vous avez réussi à le vendre en interne. Parce que je sais que c'est un sujet qui revient assez souvent, surtout dans une... Voilà, encore une fois, ça doit être habillé, mais tu vois, dans une grosse boîte, comment tu arrives et que tu dis, bon ben voilà, maintenant on va faire ça, ou expliquer comment tu vends le design system et comment vous le construisez ensuite. Oh là là, je vais te décevoir encore parce que je trouve pas qu'on ait vraiment dû à le vendre, qu'on ait dû le vendre. Mais attends, je vais m'expliquer. Euh, J'espère. Alors, est-ce que c'est typique à la Société Générale? Est-ce que c'est typique aux entreprises françaises? Je trouve, pour avoir travaillé, tu sais, à l'étranger, que, en tout cas dans une entreprise qui a cette culture française, en général, quand tu fais et que tu es bon dans ce que tu fais, bah tu finis par avoir raison. Euh, Comment je peux m'expliquer? C'est-à-dire que des fois, juste parce que tu as quelqu'un qui est compétent et il avait pas forcément ça sur sa job desk, il a pas forcément attendu qu'on parle de ses objectifs, etc. Bah, si la personne fait et qu'elle fait quelque chose qui a de la valeur, bah, en général, tu vois, enfin, le produit va exister. Alors, évidemment, on va parler de politique, peut-être que quelqu'un va essayer de le récupérer, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, personne ne tue l'initiative. Là où, en fait, j'ai vu d'autres organisations où, en fait, si tu n'as pas le mandat, tu ne fais pas point barre. Je trouve qu'en France, on a quand même pas mal de flexibilité. Alors, encore une fois, est-ce que c'est un truc plutôt franco-français? Encore une fois, pour avoir vu différents types d'organisations, de cultures, je trouve que ça fait peut-être partie des choses dont on bénéficie. Et donc, le design system, ce qui s'est passé, c'est que en parallèle de l'étude que moi j'avais faite sur l'harmonisation en fait de toutes nos interfaces, avant même de commencer à parler de patterns, on parlait déjà de composants, il y avait déjà une équipe qui avait mis en place, on va dire, une librairie plutôt technique pour arrêter de redévelopper la roue à chaque fois qu'on faisait un site web. Et mécaniquement, tu as d'autres équipes qui ont commencé à l'utiliser. Et en fait, à un moment, on a décidé quand même de se parler. C'était quand même pas mal d'avoir quand même le design dans ces histoires-là. Et on a en fait développé organiquement le design system. Alors, je me souviens qu'il y a eu quand même un point d'inflexion où avant, effectivement, on devait justifier pourquoi c'était intéressant. Mais encore une fois, hein, si tu as un produit qui existe, qui fait le job, les gens vont l'utiliser et qui en plus fait le job dans un environnement sécurisé où t'as pas besoin, où tu es à peu près certain que tu vas pas affoler la sécurité parce que je sais pas, tu as trouvé une librairie un peu exotique sur internet et tu sais pas exactement ce qu'il y a dans le code, tu vois. Bon, donc peut-être que c'est ça au final, je sais pas. Mais je me souviens qu'il y a eu un point d'inflexion où à un moment en fait il y a assez de monde qui l'utilise, et ben c'est les projets qui veulent pas l'utiliser qui doivent se justifier pourquoi. Et le pourquoi, ça peut être peut-être ils veulent faire une marque différente, mais encore une fois, est-ce que la marque est d'accord avec ça? Je ne sais pas. Peut-être que ils iraient plus vite avec autre chose, mais est-ce que c'est un développement périn? Enfin, est-ce que c'est une façon de développer pérenne? Je ne sais pas. Donc oui, ce que je dirais, c'est en plus j'ai écrit un article là-dessus. C'est peut-être aussi le fait de s'être rendu compte que tu ne donnes pas les mêmes arguments aux mêmes personnes. C'est-à-dire qu'entre un designer, un développeur,
un chef de projet ou un responsable de métier, il va pas être sensible aux mêmes choses. Et alors là, je sais pas, peut-être que c'est ma formation d'école de commerce qui revient, mais je pense pas qu'on ait jamais donné des arguments trop techniques aux gens qui n'en avaient pas besoin. Ça marche. T'as parlé de marque là, ce qui m'amène à me poser la question, vous avez fait un design system, mais la Société Générale, en dehors de la partie finance et investissement, c'est aussi, donc du coup, comme on le disait, une banque de détail, etc. Vous avez un design system qui doit, j'imagine, suivre les guidelines d'une marque, la Société Générale. Est-ce que dans les autres branches de la Société Générale, ces équipes refont aussi un design system de leur côté en suivant les guidelines et donc vous avez des choses un peu différentes, ou est-ce que le design system que vous avez construit bénéficie aux autres branches de l'entreprise? Alors en interne, il est complètement disponible, donc n'importe qui peut l'utiliser. Sur en fait la banque de financement d'investissement, c'est obligatoire. Parce que du coup ça a été une décision forte du management. On a des entités qui l'utilisent aussi parce que ça leur facilite la vie. Et on a aussi tous les produits groupes. Donc en fait, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais en fait, on va dire qu'aujourd'hui, on a 3 gros pôles design. Donc tu as celui que je représente, donc banque de financement d'investissement. Tu as le groupe, parce qu'en fait, quand tu es une grosse entreprise, à un moment, c'est plus intéressant pour toi de développer des outils à toi plutôt qu'à chaque fois de reprendre, des providers externes. Tu as la banque de détail, et quand je dis banque de détail, du coup, là, tu as plusieurs marques. D'ailleurs, en fait, je sais pas, mais tu vois, si tu le sais, mais dans le groupe Société Générale, on a effectivement la marque Société Générale. Donc, encore une fois, dans la banque pour les particuliers, on a Crédit du Nord, qui d'ailleurs fusionne avec Société Générale. On a aussi d'autres marques comme Shine, donc là plus pour les entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Et donc en fait, on a déjà plusieurs identités de marques différentes sur la banque pour les particuliers. Et donc, pardon. Ce que j'allais dire, c'est que donc au niveau de la banque de financement d'investissement et au niveau groupe, c'est le même design system, on l'a mis en commun. Après beaucoup de discussions, d'analyses, etc. D'ailleurs, en fait, je tiens quand même à préciser qu'on arrive à mettre en commun quelque chose où en fait les patrons sont différents. Donc le seul patron qu'on a en commun, c'est Frédéric Oudéa. Les gens qui travaillent dans des grosses structures reconnaîtront la difficulté que c'est de réussir à vraiment mettre en commun des ressources, de mettre en commun en fait une gouvernance sans qu'il y ait en fait des lignes de hiérarchiques impliquées. Et du coup, sur nos marques, parce qu'en plus j'ai oublié de dire qu'on a des marques à l'international, on a Rosebank en Russie par exemple, et donc en fait quand on a plusieurs marques, ça en général ils ont tendance à avoir leur propre design system. Mais donc du coup, ça veut dire que vous avez quand même, si on se concentre uniquement sur la marque Société Générale, vous avez quand même un design system qui est global et que tout le monde peut utiliser. Pour le business to business et l'employé, et on en a un en construction pour la banque de détail. Pourquoi la banque de détail ne se repose pas sur le vôtre ? Figure-toi que j'ai rencontré Brad Frost il y a 2 ans sur une conférence. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, toi Brad, est-ce que le but c'est d'en avoir qu'un seul ? Voilà, il m'a fait une réponse vraiment, comme on dit en anglais, around the bush. En gros, il m'a pas répondu. Il m'a dit que souvent, en fait, c'était plutôt l'organisation qui choisissait. Il se trouve qu'en fait, on a fait pas mal, parce que je connais pas mal, et je suis ce qu'ils font. Et on s'est même dit que voilà, quand tu vas taper design system, on pourra te rediriger vers les deux. Donc si t'es particulier, ce sera celui du particulier, et si en fait t'es groupe ou B2B, ce sera le nôtre, par un banque de financement d'investissement. On a fait des études de rapprochement, et en vrai, on est quand même sur comment on appelle ça, la marque c'est la même, mais on s'arrête quand même à des populations très différentes. C'est-à-dire que eux, leur besoin, c'est quand même d'être beaucoup plus proches en termes, de composition de page, de composants, d'avoir un truc beaucoup plus proche de ce que tu as au niveau des néobanques, qui ont un langage très, ce qu'on est encore une fois, je disais en anglais, playful. Si t'as le français, dis-le-moi, parce que je ne sais pas traduire ce terme. Je sais que la traduction, ça serait joueur, mais oui, moi j'aurais tendance, tu me dis si je me trompe, mais plus d'avoir un côté plus sympathique, plus abordable que ce que je me fais d'une partie plus B2B, où c'est beaucoup plus strict et sérieux. Et le B2B, en fait, nous, au Design System, tous nos principes sont un peu dérivés de comment on fait pour être efficace dans notre métier. Alors,
je donne ça comme exemple, mais tu vois, là où en fait, toi, tu fais peut-être une opération, tu sais, un gros virement une fois, par mois pour ton loyer. Nous, nos traders, c'est genre, peut-être pas une fois par minute quand même, mais enfin, c'est beaucoup plus rapide et eux, ils veulent pas des confirmations toutes les 3 secondes parce que ça les coupe dans leur travail. Ça leur coupe dans leur flow et donc en fait, tous nos composants sont vraiment plus optimisés, voilà, pour, ces besoins beaucoup plus complexes et voilà, du coup, être vraiment plus neutre. On est beaucoup plus neutre sur notre, on va dire, déclinaison du design system par rapport à la marque. C'est intéressant. Et il me semble que, du coup, j'ai lu ça dans un de tes articles Medium, tu parles justement des traders qui font beaucoup de virements à la minute. Je m'y connais pas du tout en trading, donc désolé si c'est mauvais mot. Et tu as plus des petites entreprises qui, elles, vont faire un ou deux virements à la fois. Et tu le montrais dans tes articles où d'un côté c'est une interface de mastodonte où ça clignote de partout et il faut s'accrocher, et de l'autre côté c'est vraiment quelque chose de plus simple et de plus épuré. Du coup, pour faire ces deux interfaces, vous utilisez quand même un seul et même design system pour deux typologies de clients différents. Ah, mais je suis contente, je vois que tu as lu plein d'articles. J'ai tout lu. Wow. Et ben, tu l'as très, très bien, restitué. En fait, il fut un temps où les gens n'étaient même pas convaincus qu'on pouvait avoir le même design system entre même, au sein de notre monde à nous. Et aujourd'hui, on a réussi à faire quelque chose d'assez flexible. Alors, après, avoir pas mal itéré, hein, encore une fois, ça fait quoi, 6-7 ans qu'on a notre design system. On a fait plusieurs, changements technologiques, aussi bien, côté code que, librairie, de design. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on réussit à avoir le même, à adapter, du coup, en fonction, bah, des besoins de composition, les éléments et je crois que les 2 produits auxquels tu fais référence, ils ont exactement le même back-end. C'est-à-dire que chez nous, ça finit, en fait, dans le même back-end et alors par contre, l'expérience est complètement adaptée. D'ailleurs, je crois qu'on doit être les seuls à proposer ça. Encore une fois, parce que quand tu as un design system, faire un site et que tu as le même back-end, c'est plus facile. En plus, on utilise le même, système de login, enfin tous les éléments de la plateforme. Je sais que ça faisait des années qu'on voulait lancer ce produit plus simple pour, les plus petites structures et qu'à chaque fois, en fait, on se heurtait à des éléments de coût. Bah, une fois qu'en fait, tu as un design system, tu as un login dans ta plateforme, que tu as des éléments de sécurité, bah, ça permet d'aller plus vite aussi. D'ailleurs, je dirais que très souvent, les gens pensent que tu vas plus lentement en grande entreprise, mais une fois que tu as réussi à faire que tes composants de base soient cohérents entre eux, bah, ça va en fait même plus vite parce qu'aujourd'hui, comme on a en fait des systèmes très avancés pour des gros deals, c'était plus facile en fait de lancer, le produit, bah, du coup pour, des besoins plus simples et j'utilise jusqu'à aujourd'hui, tout à l'heure je l'ai encore utilisé cet exemple-là, de ces 2 interfaces en disant: «Voilà, nous en interne on est biaisés, on aime bien les trucs complexes, ça clignote de partout, il y a des chiffres dans tous les sens, mais l'autre, service qui est plus simple, il est tout aussi pertinent parce qu'on a des clients qui refusent d'utiliser l'autre parce qu'ils ont peur, ils se disent qu'ils vont faire une erreur quand ils utilisent l'autre truc qui a l'air beaucoup trop complexe. Ce qui veut dire qu'il y a pas d'expérience utilisateur absolue, ça dépend vraiment de à qui on s'adresse et une fois que j'ai dit, ça en exemple, je fais: «Voilà, bah, réfléchissez et vous adressez à qui?» Après je les laisse cogiter. C'est intéressant comme point de vue. Donc moi, je retiens surtout que vous avez le même design system pour tout le monde, mais qu'après, c'est comment vous l'utilisez qui est différent. Mais qu'il existe au sein de la Société Générale un autre design system qui s'adresse plus aux personnes comme au commun des mortels, on va dire. Bah, plusieurs parce qu'on a plusieurs marques aussi. Eh oui. Ouais, mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans, parce que j'imagine qu'effectivement, après, tu vas avoir justement, en fonction de chaque marque, un design system différent. Quoique, ils pourraient réutiliser le design system et juste changer les couleurs. Ça, je pense que ça aurait pu être le cas parce que je sais que, par exemple, BPCE le fait, je sais qu'en Angleterre, Lloyds le fait. Je ne sais pas en fait si tous les projets utilisent vraiment ce design system-là. Je pense que là, on se heurte vraiment sur, la mise en connaissance commune des besoins. C'est-à-dire que pour moi, c'est facile puisqu'on est une seule équipe et donc on remonte facilement les besoins. Mais quand tu es sur des marques différentes et que tu es sur des besoins et des populations et des clientèles différentes, comment tu t'assures que ton design system est vraiment représentatif? Bien sûr. Ouais, question ouverte. Je ne la fermerai pas. J'ai oublié de te poser une question tout à l'heure quand on parlait de ton équipe. Si on peut revenir 2 minutes dessus. C'est toi, tu as une partie de ton équipe à Londres, une partie de ton équipe à Paris. Comment vous faites pour que cette collaboration se passe bien entre deux pays, deux cultures différentes et que le process ou le flow de création reste le plus
smooth possible. Désolé, j'ai pas le mot en français. Sans couture. Ah, je le connais celui-là. Mais bon, évidemment, sans couture, c'est un peu plus difficile à sortir. Effectivement. Encore une fois, en itérant, en voyant ce qui marche ou pas, je dirais que c'est quand même assez marrant comment les silos commencent à naître, parce qu'il suffit même pas d'être dans 2 pays différents. Hein. Moi, j'ai déjà vu des équipes assises sur 2 étages différents qui finissaient par manger séparément, quoi. Parce que c'est plus facile d'aller manger quand tu regardes où sont les gens disponibles ou pas, etc. Donc en fait, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, il faut une volonté, il faut que ce soit réfléchi. Et donc, parmi les éléments qu'on met en place pour vraiment garantir cette cohérence, c'est tous nos process. Alors, on n'a pas parlé de design ops, mais c'est un peu ça, tu sais, quand on a tous nos rituels, tous les projets documentés, la revue des projets lors de meet-up, faire des meet-up par exemple, faire des sessions de formation de gens de l'équipe qui forment d'autres gens sur leurs compétences par exemple. Et aussi, le pair design, ça marche très bien parce que quand tu mets un designer en France avec un designer en Angleterre, ils sont obligés de se parler. C'est une bonne idée. Effectivement, ça m'avait pas du tout traversé l'esprit quand on avait parlé. Très chouette. Eh bien, écoute, Morgane, je sais qu'on avait une petite heure ensemble et c'est largement dépassé et tu nous as dit beaucoup de choses pendant cet épisode. Je pense que je peux te poser la question de la fin que tu as dû préparer parce que je te l'ai donnée en avance. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander? En plus, tu as dit que j'ai dû le préparer, mais je vais être flemmarde parce que, encore une fois, je vais pas réinventer la roue. Sur des ressources de design, je t'enverrai, si tu les as pas, les liens de Stéphanie Walter, qui fait de la vraie curation. C'est-à-dire qu'elle, en plus, elle a une liste en français et une liste en anglais. Donc, il y en a vraiment, et en plus décliné par niveau de, voilà, est-ce que c'est plutôt pour des designers juniors ou seniors, il me semble. Donc, très, très bien faite. Et je sais qu'elle fait vraiment de la curation, c'est-à-dire qu'elle a vraiment lu les trucs qu'elle recommande. Donc, je t'enverrai ça. Et sinon, ce que j'aime bien, en fait, recommander aux gens qui me posent la question, c'est, vu qu'on dit que maintenant, les designers doivent être de plus en plus impliqués, comprendre le métier, etc., quelque chose que auquel les gens ne pensent pas forcément, et donc, ma recommandation, c'est d'aller voir comment l'entreprise se pitch à ses investisseurs. Parce que, tu sais, t'as le discours officiel, t'as le discours qu'on te dit quand on t'embauche, etc. Mais en vrai, ce qui est intéressant de voir, c'est, voilà, est-ce que ce discours est cohérent avec ce que l'entreprise dit à ses investisseurs? Et très souvent, ces documents sont disponibles en ligne, soit parce qu'elle veut communiquer sur, tu vois, à ses investisseurs, quand même. C'est bien de se faire financer, quoi. Et encore plus, c'est obligatoire quand t'es une entreprise publique, enfin, côté. Et aussi quand t'es une entreprise publique. Et ça permet de savoir vraiment, voilà, est-ce que, tu vois, quelles sont les priorités, quels sont les grands objectifs, etc. Et peut-être pour conclure, un truc qui n'a rien à voir avec le design, que j'aime beaucoup, puisque je passe beaucoup de temps sur YouTube, et je trouve que ça manque dans la sphère anglophone, donc là, c'est un truc purement français. Je recommanderais bien le Vortex. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, qui est une série de Arte sur YouTube dédiée avec plein de youtubeurs qui parlent de plein de sujets différents, qui est hyper intéressante. C'est super pro, c'est top, t'as des sujets ultra variés, et c'est vrai que des fois, je pense comme tous les métiers de craft, des fois on a tendance à être vraiment dans notre bulle, et là c'est vraiment rafraîchissant d'avoir des sujets qui n'ont rien à voir, trop bien traités, etc. Et en plus très divers, donc je recommande. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour les gens que ça intéresse et qui ne connaissent pas. Super. Morgane, si des personnes veulent te contacter, on les renvoie vers quoi? LinkedIn, Twitter? Ouais, Twitter, je crois que mes DM sont ouverts. LinkedIn aussi. Très bien. C'est les choses usuelles, quoi. Ça marche. Je les mettrai dans la description aussi pour les gens qui voudraient te contacter, te poser des questions. Eh bien, écoute, Morgane, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui et pour tout ce que tu nous as expliqué sur la façon dont vous fonctionnez chez la Société Générale. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci pour l'invitation. Puis, bon courage pour le reste de la saison, puis qu'elle commence. Merci beaucoup. Salut. Salut Gauthier. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.